capitale économique du Niger, très portée sur la religion musulmane, est la région où le taux de mariage des filles est très élevé. Les jeunes filles sont données en mariage souvent dès l'âge de 11 ans. Un phénomène qui a de fâcheuses conséquences sur la santé des filles et sur le développement du pays. Les jeunes filles, dès le bas âge, on les apprend à vendre, à faire et à circuler dans la ville pour vendre des objets. Donc on ne donne pas trop de chance à la vie pour la continuation du niveau scolaire. La conséquence d'abord première, c'est que ces jeunes filles-là sont victimes sur le plan sanitaire parce qu'elles deviennent des fitules. Face à l'ampleur du phénomène, des organisations non gouvernementales locales soutenues par plusieurs partenaires au développement s'investissent dans la lutte contre le mariage des filles. Leurs actions sont orientées vers la sensibilisation et le parrainage des filles pour leur scolarisation. Moi, je suis de ces personnes qui pensent que l'éducation est la porte d'entrée pour la promotion des droits de la femme et de la fille. Et c'est pour ça que nous avons initié un programme que nous appelons parrainage des enfants. Parrainage des enfants, particulièrement les filles. Les filles vulnérables ou les filles issues des ménages vulnérables ou les filles orphelines. Donc nous invitons les moins vulnérables à parrainer chacun une fille pour lui donner la chance de poursuivre son cursus scolaire. D'autres structures arrivent avec la sensibilisation à raisonner des parents qui veulent donner leur fille en mariage dès le bas âge. Certains prétendants abandonnent même leur projet, laissant le temps aux filles d'aller à l'école. Dans toutes nos luttes, nous essayons d'un moment à un autre de sensibiliser les parents, et surtout la fille, de lui montrer l'utilité et de ne pas se marier tôt. Et des fois on arrive, et il y a des parents ou des parents qui comprennent et qui acceptent, le mari accepte que la fille, si par exemple c'est une élève, qu'elle continue ses études jusqu'à l'âge mûr et ensuite on fait le mariage. À Maradi, les jeunes filles s'investissent dans la lutte contre le mariage avant l'âge mûr. Elles ont compris que seule l'éducation peut faire reculer le phénomène. Aujourd'hui, grâce aux actions de l'UNICEF en faveur de la promotion des droits des enfants, les mentalités commencent à évoluer positivement. Chefs coutumiers, leaders religieux, sociétés civiles et autorités travaillent en synergie pour mettre un terme au mariage des filles et l'espoir est permis. Andoudoua Blondet est aveugle d'un œil, souffre de maux de tête et se plaint de démangeaisons chroniques. Pour cet Ivoirien, la cause est évidente. Il se dit victime des déchets toxiques du cargo Pro Boko-Halas, déversés à divers endroits d'Abidjan en août 2006 et notamment à proximité de son champ de manioc. Le bateau avait été affrété par la société de courtage pétrolier Trafigura. Selon la justice ivoirienne, les déchets ont fait 17 morts et des dizaines de milliers d'intoxications. Ils sont venus nous imposer, ils ont déversé ça dans nos champs, dans nos maisons. Donc aujourd'hui, mon cas par exemple, c'est irréparable. La situation ne peut pas revenir comme par le passé. Une fois l'air est foutu, c'est fini. Trafigura nie toute responsabilité et dément que les déchets aient pu causer décès et maladies graves. Elle a toutefois versé plus de 180 millions d'euros de dédommagement en échange de l'arrêt de poursuites judiciaires. Un montant jugé dérisoire par les victimes au vu du nombre de personnes touchées. De plus, certains comme M. Blondet n'ont jamais touché d'aide financière. Une partie des dédommagements aurait été gardée par l'État ivoirien, tandis qu'une autre a été détournée. Certains ont en outre créé des dossiers de toutes pièces afin de se faire passer pour victimes. Les détournements ont pénalisé le processus d'indemnisation parce qu'aujourd'hui, quand tu parles d'indemnisation à quelqu'un, on te dit Trafigura a déjà donné et que le problème se pose ou à notre niveau. Le collectif que représente Hassan Diané n'a toutefois pas perdu espoir et a entamé une procédure aux Pays-Bas. L'association dit avoir fait un gros travail pour éviter de nouvelles arnaques. N'importe qui venait et puis se présentait comme victime. Alors, il fallait venir avec des documents médicaux, soit un carnet de consultation ou une ordonnance. Donc ceux qui viennent avec les carnets, on essaie de voir pendant la période, mais on se rend compte chez certains que les signes qu'ils ont présentés n'ont rien à voir avec les déchets toxiques. Donc c'est des malades qui sont exclus. L'association reconnaît toutefois la difficulté de tenir à jour une liste de plus de 100 000 victimes. Elle réclame aujourd'hui près de 280 millions d'euros à Trafigura, ainsi que la dépollution des sites qu'elle juge à ce jour insuffisante.
C'est un album de famille un peu particulier. À 6 ans, Darren regarde des photos de sa mère prise dans une prison indonésienne. Marie-Jane attend son exécution pour avoir importé de l'héroïne dans sa doublure de valise. Mais pour ses parents, c'est un gang international qui a mis la drogue à son insu. Ils ont dit qu'ils étaient un cartel de la drogue. Ils ont menacé de nous tuer les uns après les autres si nous allions voir la presse. Ils ont menacé de tuer ma fille en Indonésie. Comme elle, ils sont des millions à fuir la pauvreté du pays dans l'espoir d'un travail à l'étranger. Des cibles faciles pour les cartels de la drogue à la recherche de mules. Plus de 800 Philippins se retrouvent ainsi derrière les barreaux à travers le monde, dont 41 dans les couloirs de la mort, pour la plupart en Chine ou en Malaisie. Pourtant, le gouvernement assure qu'il fait son maximum pour prévenir ses citoyens. Nous avons des rappels en permanence dans les aéroports à propos du trafic de drogue. Donc je dirais que le gouvernement philippin a été actif pour avertir les gens des dangers du trafic de drogue. Mais d'après les associations de défense des droits de l'homme, la situation est souvent plus compliquée. Les trafiquants ciblent souvent des femmes vulnérables, tentées par de l'argent facile, piégées ou même menacées. Qui voulez-vous tuer d'abord? Votre mère, votre sœur ou votre femme? Et ensuite ils sont supposés avaler l'héroïne dans un préservatif. Ils sont forcés de le faire parce qu'ils veulent sauver leur famille aux Philippines. Ce sont déjà des victimes. L'exécution de Marie-Jane semble imminente. Alors, malgré les menaces, ses parents s'affichent devant les médias et participent à des manifestations à Manille. Un appel a été rejeté en Indonésie, faisant fondre les chances pour ces garçons de revoir leur mère en vie. Premier battement d'aile. Pour Kantsavé, c'est une récolte d'un genre un peu particulier qui commence dans son jardin. Des chenilles et des œufs de papillons qu'elle va élever. Les insectes sont ensuite vendus au jardin tropical de Bantisré au Cambodge, le plus grand sanctuaire de papillons d'Asie du Sud-Est. J'avais peur des chenilles et ça me rendait malade. Je les retirais quand je les voyais sur ma chemise. Je n'avais pas de travail, alors j'ai décidé de faire ça. Maintenant j'ai l'habitude. Je n'ai plus peur des chenilles. Le centre leur fournit une cage et leur apprend à reconnaître la douzaine d'espèces locales. Durant la période de métamorphose, les chrysalides sont jalousement préservés dans ces boîtes, loin des prédateurs et des parasites. En haute saison, les éleveurs de papillons peuvent espérer gagner 140 € par mois. À chaque fois qu'ils amènent des chrysalides, nous enregistrons combien ils en amènent et combien d'espèces ils ont. À la fin du mois, nous faisons le total des chrysalides et nous les payons. Chaque espèce a un prix différent. Le sanctuaire ne protège pas que les papillons, mais aussi leur habitat, car au Cambodge, la déforestation est un fléau. Selon la WWF, en 40 ans, le pays a perdu un quart de ses forêts. Une modeste clinique publique de Delhi qui abrite une technologie dernier cri. Le dossier de ce patient asthmatique est enregistré sur tablette puis directement transmis au médecin. Elle prescrit un test sanguin réalisé à l'aide de cet appareil capable d'effectuer 50 tests médicaux. Dès qu'il appuie sur transfert, le résultat est envoyé sur la tablette du docteur qui voit le résultat et fait sa prescription en fonction. Diagnostic, le bilan sanguin n'est pas bon. Le patient va devoir ralentir sur les cigarettes et l'alcool. Au total, la procédure a pris moins de 30 minutes. Cette clinique est l'une des centaines mises en place par le gouvernement de Delhi qui compte en ouvrir 1 millier, toutes équipées de haute technologie. On ne peut pas dire que le changement est fait à 100%. On apprend au fur et à mesure. Ça permet de gagner du temps. Le patient vient, on a juste à appuyer sur un bouton et le diagnostic est déjà là. Il nous dit son problème, on le note et ça prend moins de temps. Donc on peut consacrer plus de temps au patient. Les médicaments prescrits sont distribués gratuitement. L'objectif du projet, améliorer l'accès aux soins des plus pauvres. Derrière l'appareil médical au cœur du programme, cet ingénieur indien qui a quitté un travail bien payé aux États-Unis pour aider son pays.
Utilisée dans la clinique témoin de Delhi, son invention vendue 900 € pièce va bientôt équiper d'autres centres de la capitale et a déjà été testée dans 11 pays. Nous avons des partenariats actifs en ce moment en Afrique et quelques-uns en Amérique du Sud où ça va être lancé. Mais nous avons constaté dans des pays développés comme l'Angleterre ou les États-Unis une demande pour des technologies de ce genre. Une révolution pour ceux qui ne peuvent se payer les cliniques privées, où une simple consultation coûte près de 15 €. Mais tablette ou non, pour la plupart des patients, l'important c'est de ne pas avoir à faire des heures, voire des jours d'attente. Dans les grands hôpitaux publics, il y a trop de monde. On doit enregistrer son numéro et après attendre près de 2 heures. Ici, c'est près de chez moi. Tous les services sont disponibles gratuitement. Un premier pas qui reste loin d'être suffisant en Inde, où plus de 360 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit un tiers de la population. Hanover Park, ses arbres, ses petites résidences et ses gangs de criminels. Dans ce petit quartier de Cape Town où vivent 45 000 habitants, près de 80 personnes meurent chaque année dans les violences entre gangs rivaux. Il y a déjà eu 2 morts par balle aujourd'hui et il n'est que 3 heures. Une ONG locale, Ceasefire, tente de rentrer en contact avec ces bandes organisées. Inspirée d'un projet similaire développé à Chicago, cette initiative a été lancée il y a 6 ans. Elle emploie d'anciens membres de gangs comme Nilon Peterson pour servir de médiateur. Avant de lancer une attaque, le chef du groupe vient me parler et on essaie de trouver un moyen pour éviter les violences. Financé par la ville de Cape Town, Ceasefire dispose d'un équipement spécialisé, d'une application qui géolocalise les fusillades en temps réel. Une aide précieuse pour les médiateurs qui, de leur côté, essayent de tisser des liens avec les membres des gangs. D'après les données collectées par les équipes sur le terrain, le taux de criminalité aurait baissé de 26% dans le quartier l'an dernier. Il n'existe pas une réponse unique à la violence des gangs. Ceasefire est l'un des moyens mis en place pour essayer de parler avec les membres au sein de ces groupes. Et quel meilleur moyen pour cela que des gens qui viennent de ce système, qui ont les connexions et une certaine crédibilité dans le milieu. Ils peuvent parler avec ceux que la ville n'arrive pas à atteindre. Malgré ses bonnes intentions, le projet Ceasefire n'est pas épargné par les critiques. Certains hommes politiques locaux dénoncent les liens ainsi créés avec les chefs des gangs et craignent une forme de légitimation de leur activité criminelle.